Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Le football est en mutation. Des forces obscures, nouvelles, étranges l'animent et le football est en train de changer. Il a changé bien sûr, on sait, le football il a changé, mais il change encore davantage chaque semaine, un petit peu plus. Et les amis, j'espère que vous allez tous très bien, tellement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ce nouvel épisode, on est en trêve international, on prend un petit moment de recul, tranquille, et je fais une vidéo que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé récemment. Il y a 8 mois, on faisait ce truc, le football va vite, extrêmement riche, le football est en flux constant. Voici quelques-uns de mes apprentissages récents. Ça vous avait bien plu, et vous m'avez demandé de refaire ce qui était en gros un partage d'apprentissage. J'essaie de couvrir le monde du foot, de vous faire le plus de vidéos possible, mais aussi un petit peu en arrière-plan, quelques heures ici et là, un petit peu de R&D, un peu de consolider et trouver de nouvelles idées, un petit peu de recherche, juste pour pouvoir vous proposer du meilleur contenu et continuer d'apprendre, apprendre en permanence. C'est un petit peu mon idée. J'avais à l'époque fait 5 concepts qui m'avait titillé. Il y avait les forces cachées du 3-2-5. En gros, on venait de voir une interview de Maresca qui disait « Ouais, le 3-2-5, très connu, mais les forces sans ballon, elles sont intéressantes aussi. Le fait d'avoir un 5 plus 5, ça te permettait d'avoir 5 joueurs offensifs à la contre-pression intéressant. Sur la rest defense aussi, une base très solide. Donc les forces cachées du 3-2-5, c'était intéressant. L'avantage structurel de la relance aussi. Ça, c'était Pep qu'on avait parlé, ça m'avait titillé, c'était en fait le vrai man-to-man, le vrai marquage individuel, ça existe jamais parce que tu as toujours un avantage à la relance, c'est le gardien. Le gardien est toujours libre. Alors jusqu'au jour où peut-être un jour le gardien adverse viendra presser sur le 9 et ça débloquera un joueur pour aller presser sur le gardien, mais si quelqu'un vient presser sur le gardien, il y a forcément quelqu'un d'autre qui est libre, etc. Le fait que tu démarres avec le gardien libre, l'avantage structurel de la relance, on avait parlé un peu de ça. On avait parlé des double switches et des skip passes d'Edin Terzic qui avait donné une vraie masterclass dans Coach's Voice, c'était super intéressant. Et les diagonales surcotées, selon Declan Rice lui-même, il parle un petit peu de Mikel Arteta, c'était dans une interview à The Athletic. On avait beaucoup parlé de jeu, c'était super intéressant. En tout cas, moi, ça m'avait intéressé. Et très content de refaire un petit nouvel épisode aujourd'hui. On va parler de jeu, aussi d'autres choses. 5 choses qui m'ont interpellé récemment et que j'ai envie de vous partager. Alors, peut-être on peut démarrer par le relationnisme. Ça, c'est le truc qui a le plus attiré mon attention. Si vous ne connaissez pas le concept de relationnisme, je pense le plus simple, c'est juste de vous passer une petite vidéo. Le relationnisme, c'est ça. C'est des joueurs qui font relation, qui délaissent leur position et les zones d'occupation rationnelle de l'espace pour s'agglutiner très proches les uns des autres, combiner dans les petits espaces, chercher avant tout à faire relation l'un avec l'autre. Et la forme, la structure, passe après. Elle viendra potentiellement de la relation, mais inversement à ce qui est aujourd'hui la forme dominante du foot, le jeu de position, où on a d'abord des positions à occuper, et ensuite comment est-ce qu'on trouve des relations à l'intérieur de cette position, de cette structure, de cette forme. Là, c'est d'abord créer relation. Les relations en première intention et après la forme. Ça nous donne des joueurs très très collés. Et pour l'instant, on a vu Mjällby. Ça, c'est là actuellement ce qu'on est en train de voir, le nouveau champion de Suède depuis quelques jours, quelques semaines. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est un petit village de pêcheurs de 1250 habitants et ils ont du jeu relationniste, notamment sur leurs touches. Très visible, regardez à quel point il y a de la densité, longue ligne de touches et tous ces gars combinent, ça donne des vraies belles séquences. Franchement, c'est assez sympa. Là, on est beaucoup plus proche du fameux tiki-taka, entre guillemets, que n'est pas du tout le jeu de position, mais le relationnisme, il y a un peu de ça. Ça, c'est Fluminense de Fernando Diniz. C'est un peu eux qui ont été les premiers, les pionniers du relationnisme, et ils ont gagné la Libertadores avec lui. Ça, c'est le Malmö d'Henrik Rydström. Donc, à la contre-pression, ça permet des choses aussi intéressantes. Voilà, ça, c'est le relationnisme. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse récemment? Ça fait un moment que c'est un petit peu dans l'écosystème. C'est un terme qui a été trouvé par un blogueur écossais en 2023 pour poser un mot anglais sur ce que les Brésiliens appelaient plutôt jogo fonctionnal, etc. Bref, ça c'est du jargon, ça nous intéresse moins. Mais pourquoi est-ce que récemment, j'ai été un petit peu plus pris par cette idée de relationnisme? Eh bien, c'est parce qu'on l'a vu à niveau élite. On a vu le Bayern le faire. Le Bayern de Vincent Kompany intègre assez clairement sur ses schémas offensifs
du relationnisme, avec beaucoup de proximité de ces joueurs offensifs, du jeu combiné en une touche, des joueurs qui sortent de leur position pour se chercher avant tout. Ça, si on reprenait un petit peu le jargon relationniste, c'est un peu une escadinha, une passe escalier d'Olysée pour Gnabry, mais surtout c'est des joueurs qui combinent dans les petits espaces, qui se cherchent, qui sont sortis de leur position naturelle pour se trouver, et c'est assez beau, fluide, rapide. Surtout, c'est en train de poser problème au football positionniste. Il y a beaucoup ce débat. On voit aussi Manchester City le faire. Ça, c'est ce qui m'a intéressé beaucoup sur la dernière semaine. J'ai analysé ce match contre Dortmund. On avait parlé contre Bournemouth, contre Liverpool. On voit un Jérémy Doku à l'intérieur du jeu, combiné avec Cherki, avec Foden, pas dans sa position naturelle, mais trouver du jeu avant tout relationniste. Là, pareil, sur le côté, des combinaisons petit espace, Nico Gonzalez, Doku, Foden, et avant tout la relation qui permet ensuite d'ouvrir des espaces. Ça m'a beaucoup intéressé de voir le Bayern et compagnie et Manchester City le faire, de vraies équipes élites. Et il y a de plus en plus ce débat maintenant qui est en train de s'installer entre les positionnistes et les relationnistes. Et ce mec qui était le positionniste ultime commence à hybrider un petit peu son approche. Compagnie est dans vraiment une combinaison hyper intéressante. Le positionnisme, ça c'est ce qu'on connaît le mieux, bien sûr, l'occupation, la fameuse occupation rationnelle des espaces. Ça c'est une bonne différence avec le relationnisme, on voit les joueurs beaucoup plus proches les uns des autres. Dans Coach's Voice, Thiago Alcantara a donné une interview il y a quelques jours à peine, fascinante, je vous la conseille, où justement il revient sur son expérience avec le Barça de Pep, le Bayern de Pep, et il dit par exemple au Barça, grosso modo, en tant que 8, j'avais mon couloir. Il fallait que je sois toujours dans ce couloir, ça c'est ma position, je sors grosso modo pas trop de ce couloir. Pareil au Bayern, entre Alaba et Ribéry, quand Alaba était demi-espace, Ribéry est de longue ligne. Il ne faut jamais qu'ils soient sur la même ligne. Leurs positions sont très très importantes l'un par rapport à l'autre. Quand c'est l'inverse, quand c'est Alaba qui est longue ligne de touche, alors Ribéry doit être dans le demi-espace, classique positionniste. Mais clairement, depuis Pep 2008 et tous ses disciples, les positionnistes ont pris le pouvoir. Même quand on est sur du football qui semble plus libre et fluide, comme celui liquide de Luis Enrique, en réalité, ces mouvements, cette liberté, ça reste du positionnisme. Même quand on a Mayulu qui est ici, qui a décroché depuis son poste de faux neuf à l'intérieur, même quand on a Nuno Mendes presque en position d'avant-centre, là, très axial, et que Fabian Ruiz est le latéral gauche, la réalité, c'est que c'est une rotation. Ils occupent des positions qui sont prédéfinies. Ils ont la liberté de changer de position, mais ils sont en train d'occuper tout de même des positions. Pareil avec l'Inter, la fameuse araignée bionique qu'on décrivait l'année dernière de Simone Inzaghi. Même quand Acerbi donne et qu'il va aller occuper cette position-là, qui sort de son rôle de défenseur central pour aller dans le demi-espace ici, dans le dos de Lookman, ça reste du positionnisme. Quand Bastoni donne pour Barella là, et qu'il se retrouve ensuite dans la surface de réparation, il a pris la position de Barella, on reste sur du positionnisme. Comme dirait Pep, le football c'est quoi ? Rationnellement occuper l'espace. Le relationnisme, c'est pas ça. C'est pas occuper rationnellement l'espace. Tant pis si on a 6 joueurs sur une parcelle de 20 mètres carrés et tout un autre flanc qui est vide, libre. Si les mecs sentent que c'est ça qu'il faut faire, s'ils ont un feeling et la qualité de combinaison pour jouer ensemble, c'est ça qu'il faut chercher. Et c'est un mouvement qui est en train de naître, donc on en a eu des itérations, voilà, comme je disais, Fluminense, le Malmö de Rydström, un petit peu Mjällby là dernièrement. C'est un mouvement qui est en train de naître. Il y a des chaînes YouTube entières dédiées à des séquences relationnistes, c'est ici que j'en ai trouvé plusieurs. Moi, ce qui m'intéresse le plus, qu'est-ce que ça apporte niveau performance ? Parce que j'ai aussi, même si je suis très très attiré par la nouveauté, j'ai cette curiosité pour la nouveauté, j'ai aussi une petite méfiance pour l'hipsterisme footballistique. La vraie question pour moi, c'est pas à quel point c'est beau, et est-ce que je peux dire, j'en parlais avec Pep l'autre jour, oui, il y a une dimension artistique dans le foot, mais pour moi, cette dimension artistique, et pour lui aussi, elle est là parce qu'elle opère dans le cadre de recherche de la performance. C'est ça qui donne les innovations intéressantes, belles, c'est que tu dois gagner à la fin. Le foot, c'est un jeu compétitif plus qu'un spectacle, plus qu'un divertissement. C'est comme ça que ça devient un spectacle et un divertissement. Je pense que c'est la meilleure manière de dire. C'est
spectaculaire et divertissant parce que tu cherches la victoire, tu recherches la performance, un véritable jeu compétitif. Donc, est-ce que le relationnisme peut être compétitif? Bon, à l'évidence, Fluminense a gagné la Libertadores. Comme on a dit, Mjällby, petit village de pêcheurs qui remporte le championnat suédois. Pas mal. Qu'est-ce qui les rend performants dans ce cadre relationniste? Peut-être qu'il y a déjà une simple question d'adaptation à la méta. Dans un foot très positionniste, être relationniste, c'est introduire beaucoup de chaos qui est difficile à suivre. Donc peut-être simplement ça. Peut-être que ça te permet, comme on le voit ici par exemple, en ayant beaucoup fixé, en ayant cette agglutination de joueurs, et après c'est beaucoup plus facile d'aller renverser et de trouver le côté libre. Peut-être qu'à la contre-pression, le fait d'avoir à la perte de balle, le fait d'avoir des joueurs qui étaient très très proches dans leur combinaison, ça te rend plus dangereux aussi. Et après, il y a peut-être une dimension moins quantifiable, moins tactique, entre guillemets, c'est le fait de simplement plus toucher le ballon. Est-ce que ça te rend pas plus connecté et plus confiant aussi dans un match? Et des très très grands joueurs, genre Léo Messi, notoirement, selon ses coéquipiers, avait besoin de beaucoup toucher le ballon pour ne pas déconnecter à l'intérieur d'une rencontre, dans un match. Donc, si c'est le cas de Léo Messi, c'est peut-être le cas d'autres gars aussi. Le plaisir de toucher le ballon te rend plus connecté, plus confiant et peut-être du coup plus fort. Il y a aussi le fait de renforcer les connexions avec des coéquipiers. Ça te rend peut-être plus synchronisé techniquement et tactiquement, mais aussi, je pense, plus uni mentalement. Le kiff d'une 1-2 qui marche, cette relation au sens propre que tu construis avec la personne, avec le joueur, je pense que ça débloque des points de performance en plus. Et après, ça c'est très difficile à quantifier, mais quand tu connais le foot, tu sais l'importance d'un stade qui est chaud. Ça change des matchs, oui. Le fait de jouer ce type de foot, des enchaînements de passes comme ça, qui font grimper la température d'un stade, qui te poussent de plus en plus, est-ce que ça rapporte pas quelques points de performance supplémentaires? Donc, au niveau élite, est-ce que le relationnisme peut battre le positionnisme? En tant que bloc, radicalement, je pense pas. Je pense que le positionnisme est beaucoup trop fort défensivement, et je pense que le positionnisme est avant tout d'ailleurs une question défensive, une organisation défensive. Je pense que Pep lui-même le dirait. Et je sais pas s'il le dirait en ces termes, ces équipes ont quand même régulièrement claqué plus de 100 buts, mais on pourrait le définir aussi comme un entraîneur défensif, et peut-être que la tactique, la méta, c'est avant tout la défense, que le positionnisme te renforce tellement défensivement à la perte, ta structure si forte, la possession défensive. Je pense que le relationnisme sans ballon typiquement, même si on a parlé de potentiellement des avantages à la contre-pression, c'est beaucoup plus difficile. Et au bout d'un moment, tu dois te remettre dans une structure qui est beaucoup plus positionnelle sans ballon. Donc, je pense pas qu'en pris en tant que bloc, ça peut être suffisant pour battre le positionnisme. Je pense qu'en revanche, ce qu'on voit par exemple avec le Bayern de compagnie et de plus en plus avec Pep lui-même, intégrer des éléments relationnistes, pas mal. Trop, attention, le Real d'Ancelotti, les séquences avec Jude, Vini, Rodrigo, Mbappé, tous dans le couloir gauche comme ça, honnêtement, il y avait du relationnisme là-dedans, mais il n'y avait pas assez d'équilibre. Et à la perte, c'était une catastrophe. Donc, très intéressant, le fait de voir le Bayern de plus en plus l'utiliser, le fait de voir Pep lui-même l'utiliser, ça me met sur la voie de il y a quelque chose là. Liverpool, je pense avec Wirtz, Ekitike, Isak, toutes leurs recrues, ils pourraient réussir à trouver un truc relationniste aussi. Et je pense qu'en foot de sélection, là, il y a une véritable opportunité. On le verra peut-être à la Coupe du Monde, peut-être avec le Brésil de Carlo Ancelotti, qui est une itération relationniste. Même Fernando Diniz a été le sélectionneur du Brésil pendant un moment. Mais le Brésil d'Ancelotti, ça pourrait être une sélection hyper relationniste. Je pense que le positionnisme en foot de sélection, à moins d'être l'Espagne et d'avoir toute une génération qui grandit avec ce logiciel commun, c'est difficile. Donc peut-être que la solution, c'est pas d'essayer de bricoler une forme de positionnisme, c'est d'en faire table rase et de se dire, ok, en sélection, les gars, maintenant, on est relationniste, on part des relations avant tout. On cherche les relations avant tout, la forme viendra ensuite, mais d'abord chercher à combiner, même dans ce qui semble être des structures nouvelles, bizarres. Peut-être qu'en foot de sélection, là, il y a quelque chose à aller chercher. Et après, voilà, je pense que c'est un débat un petit peu plus large sur l'humain versus la structure.
c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Je pense la dimension morale, philosophique, entre guillemets, parfois politique aussi, on le voit avec certains des coachs, certains des blogueurs et tout. C'est pas le truc qui m'intéresse le plus, je pense. La recherche de perf, à quel point est-ce que ça permet de briser un plafond de verre du foot? Est-ce que ce Bayern de compagnie va créer par exemple quelque chose de plus fort qu'on n'a jamais vu grâce à cette identité relationniste, notamment dans le dernier tiers, notamment de certains joueurs? Est-ce que la prochaine ère du jeu, il y aura une forme de glissement du pouvoir des entraîneurs vers les joueurs? Aujourd'hui, on voit une première ligue qui est dominée par un football extrêmement positionniste, et c'est dingue de se dire c'est le City de Guardiola qui est un petit peu en train de sortir de ça. Débat fascinant qui, je pense, va continuer à grandir. J'avais envie de juste poser une première base dessus. Je pense qu'on y reviendra régulièrement, et je fais aussi ces vidéos pour poser quelques jalons, notamment de vocabulaire, qu'on réexplorera tout au long de la saison et peut-être des saisons. Nul plus que le second concept que j'ai envie d'explorer avec vous, la XT. Expected Threat. C'est pas la première fois qu'on en parle sur la chaîne, mais j'ai envie de faire un petit peu plus un deep dive parce que je m'y suis plus intéressé et je pense qu'il y a vraiment quelque chose derrière ça. Donc on connaît les XG, on connaît les XA, les Expected Assist. La XT, Expected Threat, c'est pas un concept nouveau. C'est ça. La menace attendue. En gros, l'idée du modèle XT, c'est de regarder toutes les actions qui sont pas des buts et qui sont pas des passes décisives. Ça a été trouvé il y a longtemps, genre une dizaine d'années. Regardez, ça c'était une action d'Arsenal. 7 passes de Mesut Özil ici. C'est ni une passe décisive, c'est Kolasinac la passe décisive, c'est ni un but, c'est Aubameyang le but. Et pourtant, cette passe est tellement importante. Et le blogueur en question, Karoun, proposait de dire à qui est-ce que tu donnes le plus de crédit sur la création de cette opportunité. Plus à Kolasinac la passe décisive ou plus à Özil la pré-passe décisive. Et après, c'était assez sympa, tu mets le slider et il dit, ok, en fonction de lui, le modèle qu'il a calculé avec ces équations-là, il estime que c'est Özil à 86%, et si tu avais mis plus Kolasinac par exemple, tu avais tort, entre guillemets. Ça, c'était une pré-passe décisive. Reddit avait fait, il y a quelques mois, il y avait eu un thread intéressant sur les plus gros pré-passeurs décisifs d'Europe. Kimmich était numéro 1, Brandt numéro 2 depuis très longtemps, depuis 2017-2018, tous les joueurs avec plus de 40 pré-assists. Mais même la pré-assist, c'est pas assez complet. Le modèle XT, ce qui permet de faire, en gros, il attribue une valeur à toutes les zones du terrain, et passer d'une zone à l'autre te rapporte des points. Si tu passes de cette zone ici, 0.01, à cette zone là, 0.02, le joueur qui fait ça, soit par le dribble, soit par la passe, gagne 0.01 donc de XT. Cette passe Kevin De Bruyne typique, d'une zone 0.018 à ça très dangereux au coin de la surface 0.078, ça te ferait gagner 0.06 XT. Et ainsi de suite. Tu peux perdre des XT aussi si tu fais des dribbles vers l'arrière, des portées vers l'arrière, des passes vers l'arrière, et ça permet de donner une valeur XT à chaque joueur, à chaque match. Et au fur et à mesure de la saison, par exemple là en première ligue, sur ce site, tu peux classer tous les joueurs par XT, et on voit que Yankuba Minte, que j'adore, est numéro 1 en première ligue en XT. Il en a 3,73 pour l'instant sur le début de saison. Pourquoi ? Parce qu'il est 98e centile en portée dans la surface de réparation, parce qu'il est 91e centile en dribble réussi, mais il est aussi premier quart en centre à destination de la surface de réparation. Le modèle XT permet par exemple de mettre en valeur un joueur qui n'a pas tant que ça de passes décisives, 3, pas tant que ça de buts, 1, mais qui est tellement important dans la création d'occasions. J'adore ce concept, je vais beaucoup plus l'utiliser. Il pourrait être encore meilleur en prenant en compte les passes négatives qui sont quand même des passes progressives. Je m'explique, par exemple dans cette séquence, on voit pour Strasbourg, Penders donner à Guéladoué, appui sur Ouattara, et bah ça c'est une passe troisième homme pour Valentin Barco, donc elle est négative. Ouattara va perdre des XT sur cette action, alors qu'en vrai c'est une passe troisième homme qui permet la progression. Et derrière, Valentin Barco va trouver son ailier droit. Ça, Barco a gagné des XT, Guéladoué a gagné des XT.
mais Ouattara en a perdu, c'est dommage. Cette passe-là, elle va gagner des XT pour Ouattara dans la profondeur. Modèle très intéressant qu'on va utiliser davantage pour quantifier la création d'occasions. Il y en a d'autres, par exemple, StatsBomb a mis en place le modèle OBV, On Ball Value, où ils prennent tout en compte pour pareil, négatif et positif. À quel point est-ce que tu permets de créer une occasion où tu te mets en danger avec une passe ratée, etc. Et ils attribuent une valeur OBV à tous les joueurs. On voit de plus en plus de ces modèles fleurir pour essayer de sortir du simple cadre but plus passe D, mais tout de même en utilisant des stats. Ce modèle, il est propriétaire, il faut payer une fortune pour l'avoir, donc je peux pas l'avoir. Même les XT, malheureusement, sur ce site où j'ai pris un abonnement qui est genre 5 € par mois, donc ça va, je me ruine pas. Ils ont que la première ligue, donc je peux pas voir pour les autres championnats, c'est dommage. En vrai, je vais utiliser cette stat régulièrement, mais aussi je l'utilise quelque part en arrière-plan pour relativiser encore davantage but et passe D. On le sait quand on connaît le foot et quand on regarde les matchs. Quelque part, moi, mon feeling, c'est plus je regarde les stats, plus je connais de stats, plus j'utilise de modèles stats, plus je sens que le mieux, c'est quelque part de s'en distancer. Et en vrai, il faut regarder les matchs. et ça, les stats intéressants pour faire du compilatoire, intéressants pour faire du volume. Tu peux pas regarder d'un coup là comme ça tous les matchs de Yankuba Minteh, toutes ses actions. Donc c'est intéressant pour comparer. Je trouve des joueurs pour comparer c'est pas mal. Au sein d'un même match, difficile sans avoir vu véritablement la rencontre. Mais ouais, Minteh, ce joueur qui est capable de ces percussions là, de ces dribbles là, et après de ce centre là pour Kaoru Mitoma, il est très très haut en XT. Un truc que je regrette avec le modèle, c'est aussi qu'ils prennent pas en compte les pressions. Alors que les pressions hautes, les ballons gagnés comme ça, en vrai, ça rapporte tellement sur une action. Ça aussi, c'est une forme de création, et de plus en plus. Mais ouais, XT, Expected Threat, quelque chose que je vais utiliser un petit peu plus. Minteh serait encore plus haut si les pressions étaient prises en compte, parce que c'est un monstre absolu. Troisième apprentissage, c'est assez facile. Les renards d'espace, j'ai appelé ça. En gros, je regarde beaucoup de Coach's Voice, et comme je vous ai dit, il y a la dernière qui est sortie avec Thiago Alcantara. Quand je regarde ces analyses tactiques, tableau noir et tout, il y a un truc qui m'a toujours frustré. J'ai toujours eu une limite quelque part de mon engagement intellectuel qui m'empêchait d'être là, genre waouh, c'est incroyable, j'avoue, trop intéressant. J'avais toujours un petit peu de réserve. C'est que tu me montres des actions collectives avec des pions qui bougent pas. Les pions de l'adversaire, ils bougent jamais sur les actions. Tous les triangles de passe, ils sont plus simples quand ton adversaire, c'est un pion statique. Et je comprends que l'attaque a un avantage de tempo, mais c'est pas au point de jouer face à des pions statiques. Donc, j'avais toujours cette limite, mais ce que j'ai compris un peu plus en regardant la vidéo avec Thiago, c'est que l'attaque a un autre avantage qui permet effectivement de maximiser le tempo, c'est celui d'être souvent dans le dos de la défense. Si t'écoutes Thiago Alcantara, lui, l'ancien 8, il est tout le temps en train de parler des appels qui déclenchent dans le dos, dans l'épaule de son vis-à-vis. Et je parle pas d'appels profonds, juste des petites choses de décrochage. Si tu commences dans le dos de ton adversaire et que tu passes devant dans le bon tempo, c'est presque comme avoir un pion statique en face de toi, parce qu'il n'a pas le temps de réagir. Donc, c'est assez basique, mais ça a encore accentué pour moi l'importance pour un joueur interligne d'être invisible jusqu'au dernier moment. Et tu le vois sur pas mal de moments, Lewandowski, il adore décrocher juste dans le bon tempo, et hop, son mec l'a pas vu, maintenant il devient une option, et là on voit Frenkie dans ce triangle très guardiolien, avec deux options obliques en face de lui. Ça permet au Barça de progresser typiquement sur cette séquence. C'est quelque chose aussi, alors ça, on va faire un petit détour, mais ma copine m'avait offert il y a 10 ans maintenant un bouquin sur les systèmes de jeu, un bouquin d'un Italien. Et à l'époque, il avait mis en place ces pions comme ça, toujours les joueurs représentés en fonction de l'orientation de leur corps. C'était pas juste des points, il y avait aussi quelque chose, leurs bras, pour montrer dans quelle orientation ils étaient. Et je pense que ce truc de renard d'espace, de prendre l'épaule, être dans le dos, souligne encore davantage pour moi. Ça permet de renforcer un petit peu cette base. C'est les joueurs, c'est pas des pions, c'est des entités 360 degrés. Être dans le dos, être dans l'angle mort,
ne pas être visible ou perceptible jusqu'au dernier moment, ça ouvre des espaces et c'est comme un peu jouer face à des pions statiques. Dans l'ensemble, le foot est un sport de feinte. Il repose sur la création d'espace, donc il repose sur tout un arsenal de tromperie. Il faut que l'adversaire aille dans les mauvais espaces. Et on le comprend très facilement dans le dribble, feinte externe pour rentrer inter. On le voit dans les passes masquées, tu fais mine de passer à droite pour passer à gauche. On le voit dans les appels de numéro 9, je fais mine d'aller au premier poteau pour aller au second. Mais la feinte ultime, c'est de ne pas être visible jusqu'au moment où c'est trop tard. Et même pour un 8, même pour un milieu relayeur, c'est hyper pertinent. C'est ça donc être un renard d'espace. On connaît les renards de surface, mais il y a aussi les renards d'espace. Voilà, merci à ma chérie de m'avoir offert ce bouquin il y a 10 ans pour que tes rêves d'enfant grandissent en ce jour de tes 21 ans. Avec tout mon amour et mon soutien, trouvez-vous une fille qui vous soutient dans vos projets depuis le début. Je pourrais pas la remercier assez. Merci Marlou. Ça, c'était les renards d'espace. Très simple aussi ce 4e concept, mais qui a été un peu renforcé récemment pour moi. Grow to win. C'est tout simple, ça me vient d'une interview de Pep que j'ai écoutée là, c'était après le match contre Liverpool. Donc sur Biniman Sports, une chaîne que je vous recommande, qui a toutes les conférences de presse, que je regarde une vidéo sur 2. Très intéressant d'avoir les entraîneurs qui parlent, et entre les lignes, tu peux sentir des choses. Il dit, très basiquement, pour gagner la Première Ligue, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut grow. And I said last day, so in October. Ah, dommage, est-ce qu'on peut pas l'écouter? J'aimerais bien pouvoir vous la mettre. November, you don't win the Premier League. Dommage. Là, vous l'entendez pas. Mais en gros, ce qu'il dit, en octobre-novembre, impossible de gagner la Première Ligue. Ce qui définit si tu gagnes la Première Ligue, c'est à quel point tu progresses. C'est un truc qui peut sembler très basique, mais parfois, je pense qu'on est plus dans un mindset de waouh, ils sont forts. Est-ce qu'ils peuvent tenir toute la saison? Conserver ce niveau toute la saison? Mais si tu écoutes Pep, qui est, je pense, sur gagner un championnat, gagner une ligue, c'est pas un mauvais mec à écouter. Si tu l'écoutes, lui, il dit, c'est pas une question de conservation, c'est une question de croissance. Les équipes qui gagnent la Première Ligue, les équipes qui gagnent les championnats, c'est les équipes qui sont en croissance. Et si tu suis son raisonnement, la version d'avril battra toujours celle d'octobre. Même si en octobre, t'es fort, il faut que ta version d'avril soit supérieure. Et c'est comme ça que tu gagnes, que tu vas au bout. Alors, est-ce que ça veut dire que chaque été, tu repars à zéro? Si tu es toujours meilleur en avril qu'en octobre, en tout cas que c'est ça que tu dois viser, eh bien oui, en partie, je pense. Il y a les départs, il y a les recrues, il y a des effectifs qui changent beaucoup, il y a des conditions physiques qui sont un peu réinitialisées, il y a tout le monde qui a pris 1 an d'âge, il y a le temps passé loin du club avec la vie, les prolongations, oui ou non, tu sors un petit peu de ce process encadré. Donc ouais, chaque été, je pense que chaque équipe perd un peu, mais certaines équipes ont plus de capital accumulé que d'autres. Et c'est là que tu vois, je peux changer à l'intersaison, conserver ton core, ça rend souvent des équipes très 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 dangereuses. Changer trop, à l'inverse, on le voit encore cette saison, parfois difficile. Bon, c'est toujours un équilibre. Si tu changes pas assez pendant trop longtemps, le Tottenham de Pochettino et peut-être même le City de Pep l'année dernière, au bout d'un moment t'es cramé, c'est difficile. Mais ouais, être en croissance continue, grow, c'est comme ça que tu gagnes. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez écouter vous-même le passage. Très intéressant, ça semble assez basique. Je crois que ça l'est pas autant que ce qu'on pense. C'est pas une question de conservation, c'est pas une question de maintenir. C'est très orienté process, et ça c'est très athlète professionnel. Mais effectivement, tu gagnes en étant en croissance. Tu gagnes quand ta version d'octobre est moins forte que ta version de février, qui est elle-même moins forte que ta version d'avril. Enfin, la dernière chose, trouver les aliens. Récemment, j'ai pris un abonnement à DataMB Pro, un site très très cool, qui fait beaucoup de choses. Les radars, c'est sympa. Par exemple, Jérémy Doku, ok, on peut voir qu'il est très très fort en passe clé, en assist, en portée, en dribble. On n'est pas trop surpris. Ce que je préfère plus que les radars, et cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par eux, hein, mais c'est
Ce que je préfère, c'est qu'ils font un truc qui est pas mal, plus que les radars, c'est les plot charts, ils appellent ça. Ça permet de faire des tableaux croisés de plusieurs données. Par exemple, assez basique, celui-là, c'est passe courte réussie par 90 minutes sur l'axe des ordonnées, but par 90 minutes. Bon. Les buts par 90 minutes des 5 championnats majeurs, on les connaît, les 3 aliens, ils sont là. Il y en a un qui fait beaucoup plus de passes que l'autre, et il y en a un qui est à peu près au milieu, Harry Kane. Assez basique, pas trop besoin de le commenter. J'aime bien quand tu combines par contre des stats plus différentes. But par 90, on garde le même axe des abscisses. Interception et PADJ, ça veut dire ajusté à la possession, pour que les équipes qui ont beaucoup de ballons ne soient pas trop pénalisées, parce que forcément leurs chiffres d'interception vont être plus faibles. Interception ajustée à la possession, mis sur le même rapport que les buts. Il y en a qui travaillent moins défensivement, et il y a un monstre absolu qui est tout seul dans son monde. C'était pas mal. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai portée progressive par 90 minutes, mis en corrélation avec possession remportée par 90 minutes. Et ça, j'ai mis pour les milieux de terrain des 5 championnats majeurs. C'est là qu'on voit par exemple un joueur comme Diawy Cissé de Rennes. Ça permet de faire un petit peu de scouting, trouver des noms intéressants. C'est un mec c'est pas le meilleur en possession remportée, c'est pas le meilleur en portée progressive, mais très très solide dans les deux. Par rapport à la médiane qui est ici, ces traits-là représentent la médiane. Diawy Cissé a un profil de milieu vraiment sympa. Là, j'ai fait passe courte réussie par 90 minutes et action progressive réussie par 90 minutes. On a un alien. On a un monstre. Notre ami Vitinha. Et enfin, au-delà des plot charts, ce qu'ils permettent de faire, et je passe de plus en plus de temps là-dessus récemment, c'est un petit peu du forme de scouting, un peu comme il y a sur Y-Scout avec les sliders. Donc tu fais par exemple les ailiers des 5 championnats majeurs, dribble réussi, 90e centile, non-penalty expected goals plus expected assist, 90e centile. Je tombe sur qui ? Gakpo, Vini, ok, mais aussi Jean-Matteo Baoya. Waouh, ok, nom moins connu. Je vais aller investiguer. Bon, lui, pour le coup, je le connaissais, mais il y a d'autres joueurs que j'ai trouvés. Et ça, c'est pour une vidéo bientôt. J'ignorais totalement les noms. Et t'es là, waouh, mais ils sont top 10% sur ces 3 choses en même temps, qui sont des choses assez différentes. Hyper intéressant le profil. Je vais voir. Ça fait 6 mois que leur valeur marchande a explosé. C'était des noms que je connaissais pas du tout, de genre Cologne ou un club genre Alaves ou un truc comme ça. Et je suis là, genre, ah, waouh, lui, petit joueur à suivre. Et je sens que c'est une solution qui va continuer de m'aider. Donc voilà, pour trouver les aliens, pour comprendre davantage ce football en mutation, voici un petit partage de mes recherches récentes. Les amis, j'espère que ça vous aura plu. Ce processus, il fait un peu partie de mon taf en arrière-plan pour devenir un analyste complet et grosso modo vous faire constamment, semaine après semaine, mois après mois et saison après saison du meilleur contenu. C'est vraiment mon mantra. Bon, Pep l'a dit, grow to win. Bah, en vrai, c'est pareil pour moi. Grow or die. Je veux être chaque saison en croissance. C'est le pari et la promesse que je peux vous faire sur cette chaîne, saison après saison. Ce sera toujours mieux. On cherchera constamment à repousser les limites et je veux systématiquement que le contenu soit en croissance pour toujours un peu mieux. Chercher des petits points de pourcentage de compréhension de cette matière. Comme j'ai dit l'autre jour, peut-être aujourd'hui je suis à 8% de compréhension du foot, mais la saison prochaine, on sera 9,5%. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On cherche aussi à upgrade un petit peu le setup. Vous avez vu derrière, j'ai enfin insonorisé le mur derrière moi, nouveau micro aussi, je pense que c'est pas mal. Un truc que j'aimerais bien mettre en place dans cette logique de progression et d'apprentissage, je vais récompenser maintenant les meilleurs commentaires. Si vous laissez en commentaire quelque chose de très très intéressant à chaque vidéo, une idée que vous avez eue récemment sur la matière foot, quelque chose qui vous a beaucoup parlé, un petit argumentaire, et ben on le mettra dans la prochaine vidéo, on en discutera dans la prochaine vidéo, et on va commencer avec cette vidéo et la vidéo prochaine donc, qui sera sans doute mon analyse de France-Ukraine. Dites-moi quelque chose d'intéressant. Quelque chose d'intéressant, d'intelligent, et ce sera épinglé, j'en choisirai un,
et je l'épinglerai dans la prochaine vidéo. On en discutera dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir été là, les gars. C'était une longue vidéo, c'était un long épisode, mais je vous remercie beaucoup de votre soutien. Vous êtes au top. Passez une excellente semaine et on se dit à très vite. Bisous.